tout à l'heure. Merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyot. Voilà de quoi nourrir notre réflexion pour la journée. On vous retrouvera tout à l'heure en fin de matinée. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour le 17e congrès du CINERPA. Alors, je me présente. Je suis Claire Fournier, journaliste économique. Je suis passée par de nombreuses chaînes de télévision, iTélé, CNBC, Bloomberg, entre autres. Et il m'est arrivé de parler de la thématique du grand âge. Donc, j'ai dit oui immédiatement au CINERPA qui m'a proposé d'approfondir cette thématique. Une thématique qui sera déclinée d'abord dans de nombreuses tables rondes. On va parler bien sûr de la loi ASV. On va parler de la tarification en EHPAD, de la tarification de l'aide à domicile. On parlera aussi de silver economy, même de certification par les labels. Donc on a beaucoup de choses à parler. Vous verrez aussi qu'il y aura une enquête qui vous sera dévoilée en exclusivité pour ce congrès. C'est une enquête IFOP sur l'état de l'opinion, sur le parcours de vie des seniors. Et puis, le congrès du CINERPA, c'est aussi l'occasion de découvrir de très belles initiatives comme À vélo sans âge. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes passé par l'espace exposant. Ils seront demain matin sur scène. Donc, un programme très riche. Pour ce qui concerne la première table ronde, évidemment, nous sommes dans un contexte particulier. Jean-Alain Marguerite l'a rappelé tout à l'heure, entre deux tours d'élection, après ce qu'on pourrait appeler une révolution copernicienne dans notre système politique. On en a beaucoup parlé en France, mais aussi à l'étranger. Et je peux vous le dire, puisque je suis correspondante pour une chaîne étrangère, ça les a beaucoup fascinés. Alors, cette question se pose, la France entre-t-elle dans une nouvelle ère politique, économique et sociale? On va faire ce matin le diagnostic de la Maison France avec nos premiers invités qui vont monter sur scène dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais accueillir sur scène celle qui a été le visage du patronat pendant 8 ans, à la tête du MEDEF de 2005 à 2003, et qui reste très engagée comme chef d'entreprise avec sa société Gradiva et aussi sur les réseaux sociaux, Madame Laurence Parisot. Bonjour Laurence Parisot. Alors le thème de notre table ronde, vous l'avez vu, c'est « À vos marques, prêts, c'est reparti pour 5 ans ». Alors on va voir ensemble ce qu'on peut attendre de ce nouveau quinquennat en termes de politique publique, mais aussi de mesures pour les entreprises privées. Et comme cette journée, c'est aussi la vôtre, vous public, vous pourrez poser des questions aux intervenants en fin de table ronde. Alors, Laurence Parisot, si on nous avait dit il y a 1 an, on va avoir un président jamais élu qui crée un parti il y a 1 an et qui se retrouve à la tête de la France, voilà, c'est arrivé. Comment vous vivez cette époque très particulière ? Bien, tout d'abord, je dois vous dire, peut-être vous n'allez pas me croire, mais si vous m'aviez posé la question il y a 1 an, et quelques personnes me l'avaient posée en privé, j'aurais répondu devant tous, c'est tout à fait possible. Mmh. Et pendant un bon moment, j'ai estimé qu'il y avait une voie pour un candidat ou une candidate venue de nulle part. J'avais exprimé cela à quelques personnes qui se posaient la question, vu l'état des partis politiques. Et j'avais simplement dit, c'est possible, à condition que cet éventuel candidat soit bien sûr talentueux, et des compétences et des connaissances. Mais j'avais dit aussi une chose toute bête, c'est à condition qu'il soit capable de lever de l'argent. Mmh. Et je pense que ça a été une des forces extraordinaires de notre nouveau président, c'est d'avoir su faire du fundraising à l'américaine, oui, dans le cadre réglementaire français, ce qui lui a tout de suite donné la possibilité d'avoir le niveau qu'il convenait pour mener une campagne présidentielle. Donc, je ne suis pas très surprise de voir cet homme président de la République. En revanche, je n'imaginais pas qu'il puisse ensuite savoir gérer cette dynamique avec telle habileté pour ensuite provoquer ce que nous allons voir probablement dimanche soir, une majorité écrasante, impressionnante à l'Assemblée nationale. Alors justement, est-ce que ce raz-de-marée annoncé à l'Assemblée nationale, c'est une bonne nouvelle? Et ne serait-ce que pour mener les réformes qui sont prévues? Moi, je suis profondément démocrate, donc c'est une nouvelle qui me gêne un peu. J'espère qu'il y aura
suffisamment de force restante à droite et à gauche, mais pas dans les extrêmes, pour garantir certaine tonicité dans les débats, une certaine capacité de contradiction et de proposition. Nous avons absolument besoin d'équilibre. C'est absolument vital pour la démocratie. Et donc, je pense que la question que vous évoquez dans votre façon de formuler les choses, de savoir si il est bon d'avoir une majorité pour gouverner de manière efficace, bien sûr, c'est beaucoup plus simple, surtout dans le mécanisme français, d'avoir une majorité claire. Mais il ne faut pas que les seuls exutoires possibles, du coup, restent du côté de la protestation, qu'elle soit dans la rue ou sous d'autres formes qui pourraient même être violentes. Quel est le mot qui vous vient quand vous pensez aux 5 années à venir ? Bon, elles sont décisives, ces 5 années à venir, elles sont décisives pour notre pays, pour qu'il se remette au meilleur niveau dans la compétition mondiale, et elles sont décisives pour l'Europe. Finalement, l'élection d'Emmanuel Macron, elle est peut-être encore plus importante pour l'Europe que pour la France. Je trouve que c'est aussi dans cette dimension qu'Emmanuel Macron apporte vraiment un engagement et une vision très forte, peut-être plus que pour notre pays. Cette façon qu'il a eue a été absolument unique d'assumer son attachement à l'Europe. Ça, c'est pour moi quelque chose de remarquable et qui apporte beaucoup d'espoir. Mais bon, il faut aussi, derrière cela, avoir la capacité à donner des idées nouvelles, à les mettre sur la table, à convaincre Madame Merkel d'avancer. Et je pense qu'on est nombreux à être impatients de voir cette phase électorale se terminer et pour enfin se mettre au travail. Et s'il y avait une réforme, la mère des réformes, j'ai envie de dire, pour ce quinquennat, quelle serait-elle ? Si je me concentre sur la question française, je vais peut-être vous étonner. Je pense qu'il est très bon qu'il y ait une réforme du marché du travail. Et encore, il faut voir laquelle. Peut-être qu'on va en reparler. Mais pour moi, ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est engager toutes les réformes nécessaires qui nous permettent de réduire le niveau de la dette de la France. C'est la dette fondamentalement qui nous affaiblit par le coût qu'elle fait peser sur les ménages et sur les entreprises. C'est cette dette principalement liée à des enjeux de fonctionnement qui nous a empêchés jusqu'à présent d'investir, alors qu'il est absolument nécessaire de mettre le paquet en ressources financières et de temps, hommes aussi, dans toutes les nouvelles technologies et leurs applications. Et il est d'autant plus indispensable de s'attaquer à la question de la dette que, je ne pourrais pas vous dire, il y a des économistes ici qui peut-être seront plus précis que moi, mais je ne sais pas si ça se passera en 2018 ou en 2019, mais forcément les taux d'intérêt vont remonter. Ils sont en train de remonter aux États-Unis, l'économie va plutôt mieux en Europe, donc on peut penser qu'il y aura une hausse des taux dans les 2 prochaines années. Et vous savez, l'histoire montre qu'en général, quand les taux remontent, ils remontent très vite. Et si nous n'avons pas traité cette question au moment où les taux commenceront à remonter, nous serons à nouveau en très grave difficulté. Donc pour moi, la question de la dette est une question prioritaire, qui est une question qui n'a pas été au cœur des débats pendant la campagne présidentielle et sur laquelle le président de la République n'a pas été très précis pour le moment. Vous m'avez dit aussi quand on a préparé cet entretien, moi je voudrais vraiment qu'en France on change la relation avec l'administration. Oui, c'est tout à fait vrai. Je pense que dans tous les domaines, que ce soit avec l'administration du travail par exemple, avec les administrations auxquelles vous êtes vous confrontés dans votre métier, dans le secteur de la santé, ou les administrations liées à l'environnement, partout, dans tous les domaines, nous sommes
non seulement face à la complexité des normes, donc il y a bien sûr un travail de clarification, de simplification, de hiérarchisation à faire, mais en plus, nous sommes dans des difficultés de compréhension entre les différentes administrations, quel que soit le niveau, local, national, et le monde de l'entreprise ou tout simplement celui des ménages, dans l'application de ces normes, dans leur mise en œuvre. C'est là qu'il y a pour moi une des idées les plus intéressantes dans le programme d'Emmanuel Macron, à propos de laquelle on aimerait en savoir beaucoup plus, c'est le droit à l'erreur. C'est, je trouve, une piste vraiment qui permettrait, je dirais, d'assouplir cette relation entre l'administration et le citoyen, quel qu'il soit, et de faire en sorte que de ces moments de tension ou d'indifférence, c'est très fréquent aussi et c'est tout à fait pénalisant, puissent naître plutôt des phases de collaboration, de coworking, comme on dirait aujourd'hui, et au fond de bonne entente dans un intérêt commun. Ça, je trouve qu'il y a là un grand chantier qui est d'abord un chantier culturel, qui serait très bénéfique. Alors ça, c'est pour le fond. En ce qui concerne la méthode, vous avez longtemps été de toutes les négociations sociales. Est-ce que vous voyez un changement dans la manière d'aborder le dialogue social? Oui, personnellement, je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Si les organisations syndicales acceptent le principe des ordonnances, très bien. Ça ne vous choque pas en tant qu'ancienne présidente du MEDEF? Personnellement, ce n'est pas ce que j'aurais préconisé. Et je trouve que là, on veut mettre beaucoup de sujets sur la table. Il y aura beaucoup de domaines qui seront abordés, traités dans le cadre de ces ordonnances. Ce n'est pas la méthode que j'aurais préconisée. J'aurais préféré qu'on aborde peut-être un peu moins de sujets, mais peut-être un peu plus les sujets fondamentaux sur la question du marché du travail. Je vais vous en donner un qui est absolument fondamental. Aujourd'hui, dans le domaine du droit social, du droit du travail, on a vraiment bien amélioré les choses sur tout ce qui est licenciement économique. La dernière grande négociation, celle que j'ai conclue en 2013, qui a été transcrite dans la loi ensuite, a vraiment amélioré les choses. En revanche, sur le licenciement individuel, là, on a encore des difficultés, notamment parce que la notion de faute n'est pratiquement plus reconnue par les prud'hommes. Et je pense qu'il aurait été bon qu'on se dise, essayons de redéfinir la notion de faute. Ça aurait été vraiment un axe majeur. Et dans ce cadre-là, moi, j'aurais préféré, mettons qu'on choisisse un ou deux axes majeurs, comme celui que je viens de suggérer, et qu'on le fasse exclusivement dans la négociation, c'est-à-dire le dialogue avec les organisations syndicales. Même si ça prend plus de temps. Alors, je connais bien sûr l'argument que ça prend du temps. Je voudrais rappeler que c'est le grand argument que m'avait opposé Dominique de Villepin quand il a voulu faire le CPE. Je me revois encore avec celui qui était le Premier ministre à l'époque, qui m'a dit il faut faire quelque chose de très, très rapide, c'est urgent pour l'emploi des jeunes. Vous voyez bien l'énergie de l'ancien Premier ministre pour dire ça. Et il m'a dit je veux agir vite, je vais faire le CPE. Et vous vous souvenez comment s'est terminé le CPE. Je dis souvent qu'il faut rappeler aux hommes politiques ce que disait Talleyrand quand il s'adressait à son cocher. Doucement, cocher, je suis pressé. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus efficace, peut-être un peu plus long, mais pas tant que ça, d'aborder les choses dans le dialogue et la construction et la négociation avec les organisations syndicales, parce qu'une fois qu'on arrive à un accord, cet accord a été élaboré d'une manière commune et donc il est accepté et il est défendu. Si aujourd'hui, une des grandes réformes de
de ces dernières années dans le droit du travail, et je ne dis pas, que cette réforme n'est pas attaquée du tout, mais elle l'est très peu. C'est la réforme qui a abouti à la rupture conventionnelle, c'est parce qu'elle a été l'objet d'une négociation. Donc voilà, maintenant je souhaite quand même que tout ceci fonctionne, que évidemment on ait des ordonnances qui soient acceptées dans leur contenu, et que ces ordonnances soient vraiment efficaces pour la flexi-sécurité en France. Alors on va beaucoup parler de vieillissement de la population lors de ce congrès. Comment vous percevez les enjeux ? Je trouve ça absolument formidable. C'est pour ça que moi aussi j'étais très contente, comme vous Claire, de venir participer à ces débats ce matin, parce que ce qui est vraiment très particulier dans votre domaine, qu'on ne voit pas vraiment dans beaucoup d'autres domaines, c'est à la fois cette idée que c'est une exigence sociétale, mais sociale. Avec toutes les complications que tout ceci peut vouloir dire en termes de financement, notamment, les enjeux de remboursement, et en même temps, c'est un marché, pardon de le dire comme ça, mais c'est un vrai business. Donc il y a à la fois une opportunité économique et une exigence sociale. Donc ça, c'est rare finalement qu'il y ait de telles rencontres. Et puis, j'ai beaucoup admiré les pirouettes du philosophe en introduction. Moi, j'ai pensé à une autre citation qui est une phrase de l'écrivain Colette, qui disait que la vieillesse est un meuble inconfortable. Alors, c'est peut-être pour ça que je me balance sur ma chaise en même temps. Mais j'aime bien cette phrase de Colette, parce que quand elle dit ça, on voit bien, je suis fille de fabricant de meubles aussi, alors on voit bien qu'il y a plein de marges de progression. On peut rendre un meuble plus confortable, on peut le rendre plus beau. L'esthétique, le design, c'est vraiment très important dans le monde d'aujourd'hui, et notamment pour les personnes âgées. Bref, il y a de quoi faire en sorte que l'ensemble des acteurs économiques et sociaux prennent de la manière la plus transverse possible, la plus coopérative possible aussi ce sujet. Mais j'aurais une recommandation à faire, c'est qu'on essaye, en étant peut-être un peu créatif et audacieux, de vite aborder toutes ces questions-là, vous êtes les experts, en même temps qu'on l'aborde ici en France, également simultanément au niveau européen. Ça sera une façon de gagner du temps sur vos ambitions, sur vos projets, sur les nécessités auxquelles nous devons tous faire face. C'est-à-dire que le plus vite possible, les normes, quand on va définir une nouvelle norme, elles soient d'emblée européennes. Le plus vite possible, si c'est un nouveau marché concret, et il y a plein de nouveaux marchés qui se créent à cette occasion, le plus vite possible que ce soit des marchés européens. Si on a besoin de recherche, et évidemment on en a besoin, que le plus vite possible, ce soit une recherche conçue à l'échelle européenne. Le président a donné quelques statistiques pour bien montrer l'ampleur de la population concernée. Moi, j'avais une autre statistique en tête qui est pile poil entre les deux limites données par notre philosophe, qui est que l'âge médian de l'Union, de la population européenne, est de 42 ans. Donc au-dessus de l'âge limite physique et en dessous de l'âge limite intellectuel, si j'ai bien compris. 42 ans, mais c'est impressionnant quand même de se dire que la moitié des Européens ont moins de 42 ans et plus de la moitié, enfin l'autre moitié, pardon, a plus de 42 ans. Donc on voit bien que c'est une problématique européenne. Voilà, ça c'est ma recommandation, c'est comment faire en sorte que très vite ça soit porté à ce niveau-là. Bien, on va continuer la discussion avec vous, Laurence Parisot. Je vous invite à aller vous installer sur le canapé. Vont vous y rejoindre tout de suite les intervenants donc, de notre première table ronde. J'appelle sur scène Michel Yael, Sophie Boissard, Jean-Loup Blachier, Nicolas Bouzou et Jean-Alain Marguerite.
est-ce qu'on va tous rentrer sur le canapé? C'est le grand défi de la matinée. Voilà. Bien, alors on va donc continuer sur cette thématique des 5 ans à venir, hein, parce que je crois que tout le monde est impatient, effectivement, comme disait Laurence Parisot, sur les réformes qui vont être menées. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou. Je me tourne vers vous, Michel Yael. Vous avez été un témoin privilégié du précédent quinquennat, puisque vous étiez le monsieur social de François Hollande. Vous êtes aujourd'hui commissaire général de France Stratégie. Comment définir ce que nous venons de vivre depuis la présidentielle? C'est du jamais vu en France. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire Laurence Parisot avec le talent qu'on lui connaît. Je ne sais pas si c'est un séisme, un tremblement de terre ou je vais plutôt prendre mes comparaisons à une échelle historique que géologique. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans un État démocratique moderne par l'ampleur du mouvement et par sa soudaineté. Voilà, donc moi je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques et mon rôle n'est pas de commenter, plutôt de prévoir ce qui va se passer ensuite, plutôt sur le moyen terme. Donc j'ai tendance à fixer mon horizon aux années 2020, comme ça je prends moins de risques. Mais enfin, je suis d'accord avec vous sur le fait que nous sommes un certain nombre. Je n'avais pas, comme Laurence, vraiment anticipé les choses, j'étais peut-être un peu trop dans le chaudron, à considérer que si on nous avait dit il y a 18 mois, quelles que soient par ailleurs nos attaches personnelles, on en serait là, on n'aurait pas mis 1 euro sur la table, fort sans doute, d'un pari un petit peu hasardeux. Mais quand même, en tant que témoin privilégié des 5 années précédentes, vous diriez qu'on va être dans la rupture, comme le revendique Emmanuel Macron, ou dans la continuité? Écoutez, j'ai eu le privilège de travailler beaucoup avec notre nouveau président de la République à une époque où il n'était pas président de la République, et je n'ai pas l'impression que ses idées aient changé. Et donc, si ces idées avaient été radicalement différentes à l'époque de ce qu'elles étaient aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y avait une relative incohérence. Je pense que sur certains aspects, pas sur tous, mais notamment sur ceux que je connais le moins mal, on sera plutôt dans une forme de continuité sur le fond, mais probablement pas sur la méthode. Donc on pourra en reparler. Sophie Boissard, vous êtes directrice générale de Korian, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes aussi passée par le plan, anciennement plan, enfin on appelait ça le plan, c'est France Stratégie aujourd'hui, et vous êtes aussi passée par la SNCF. Est-ce que cette nomination, enfin cette élection d'Emmanuel Macron, et puis le succès de La République En Marche, qu'on va sans doute voir confirmer ce dimanche, ça peut amener l'étranger à changer son regard sur la France? Alors, je pense que Korian est une entreprise qui est implantée sur 4 pays de la vieille Europe. D'ailleurs, c'est dans la droite ligne de ce qu'a dit Laurence Parisot. Hein. Nous sommes présents en France, c'est la moitié de notre activité. En Allemagne, c'est maintenant un tiers pratiquement de notre activité. En Belgique, en Italie. Donc, on est vraiment dans la vieille Europe. Ce que je peux dire, moi qui passe du coup pratiquement la moitié de mon temps finalement en dehors des frontières françaises, c'est qu'il y avait une attention et une espèce d'espérance dans cette élection, notamment en Allemagne, au plus haut niveau, à la fois dans les milieux économiques, dans les milieux politiques. Et j'ai reçu un nombre de messages de félicitations et de soulagement au moment, non mais après le premier tour, qui était invraisemblable. J'ai jamais vu ça. Un tel réinvestissement des Allemands en se disant il se passe un truc en France et il y a une espèce de vent d'optimisme, il y a un changement de génération, parce que je pense que ce qui est en train de se passer, c'est quand même, et avant tout, on est toujours dans les âges, hein, je rebondis sur ce que disait Pierre-Henri Tavoyot, mais il y a un changement de génération qui est en train de s'opérer, et nous qui étions un peu finalement le maillon faible de l'Europe depuis 10 ans, c'est-à-dire empêtrés on voyait bien, dans une espèce de marasme collectif, de se dire comment on s'en sort, et on voit bien, on n'a pas touché le fond, on repart pas dans ce qui va finalement être notre projet de société du XXIe siècle, dans ce que la France a toujours pu porter. Là, brusquement, mais en quelques semaines, c'est un truc invraisemblable, on a le sentiment d'avoir une énergie collective qui s'est manifestée, une nouvelle génération qui prend les commandes et qui est perçue profondément européenne et qui brusquement est de nouveau audible, c'est sans doute très injuste parce qu'encore une fois tout ça n'est pas né de rien du tout, mais qui brusquement est de nouveau audible. Donc oui, je pense que ça change complètement, et là je reviens d'un point de vue vraiment chef d'entreprise, vraiment d'un point de vue de notre activité, de nos perspectives. Brusquement, le site France, pour paraphraser, l'Allemagne a beaucoup parlé du site Allemagne, brusquement le site France devient de nouveau quelque chose en quoi on croit.
On a des grands investisseurs. Il y avait récemment le patron de BlackRock qui était en France la semaine dernière et qui disait, il a vraiment fallu que je me pince pour le croire, eh bien, je pense qu'on est entré dans une golden decade, une décennie dorée pour l'Europe continentale. Vous entendez ça, vous vous dites, c'est pas possible. Vous avez envie qu'il le répète une fois, deux fois, trois fois. Donc voilà, oui, quelque chose est en train de changer dans les perceptions. Et comme l'économie, l'activité, on le sait tous, c'est beaucoup de confiance. Le simple fait qu'on ait confiance en nous, ben, c'est quelque chose, à mon avis, qui va nous donner aussi beaucoup d'énergie pour avancer. Alors je continue mon tour de table. Jean-Loup Blachier, vous êtes le numéro 2 de la CPME, on dit CPME maintenant, Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit, bon, dites donc la thématique c'est reparti pour 5 ans, j'espère qu'on n'est pas franchement reparti pour 5 ans et qu'il va y avoir des choses qui changent. Vous êtes confiant ? Écoutez, comme a dit Madame tout à l'heure, il y a un vent d'optimisme. Et ce vent d'optimisme, il est dans le monde, il n'est pas simplement qu'en Europe, vous l'avez raison Madame Parisot de parler de l'Europe tout à l'heure, mais le monde aussi nous regarde. Et les entrepreneurs français ont aussi ce vent d'optimisme. Vous avez parlé tout à l'heure de la confiance. Je crois que c'est le vrai problème des entreprises. Les entreprises aujourd'hui ont un peu ce déficit de confiance. Donc l'arrivée d'Emmanuel Macron, justement, c'est une possibilité de confiance. C'est une possibilité de regarder un petit peu autrement l'avenir. Les entreprises aujourd'hui ont malheureusement tendance, ou du moins avaient tendance, à retenir un petit peu. Et aujourd'hui, elles se disent, mais maintenant on peut aller de l'avant, on peut aller justement vendre nos produits à l'étranger parce que l'image a changé. Et je crois que ça aussi, c'est un point très fort. Mais aussi, ça va être un vrai challenge. Parce que quand on dit confiance, quand on dit optimisme, on dit aussi obligation de réussir. Et ça va être véritablement le point le plus fort pour Emmanuel Macron et son équipe. Et ça va dépendre de l'ampleur des réformes, entre autres. Alors après ce préambule, justement, intéressons-nous aux réformes à mener. Je me tourne vers vous, Nicolas Bouzou. Vous êtes économiste, vous avez un livre en préparation sur le travail. On reparlera de cette thématique, le travail et l'avenir de l'homme, c'est le titre de votre ouvrage. Quelle est la première réforme à mener, selon vous ? Ça tombe bien, parce que c'est la réforme, me semble-t-il, du marché du travail. Ça fait 30 ans qu'on traîne un chômage de masse important en France, mais surtout, moi, ce qui m'a toujours frappé sur la question du chômage, c'est que ce n'est pas une question qui est difficile du point de vue intellectuel. Vous avez des sujets qui sont des sujets difficiles, des sujets sur lesquels il est difficile de trouver des solutions. Mais la question du marché du travail est l'une des questions les plus étudiées par la recherche académique dans le domaine économique depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup de travaux sur les dysfonctionnements du marché du travail en France. On voit à peu près ce qu'il faut faire en matière de droit du travail, en matière d'apprentissage, en matière de réforme de la formation professionnelle, de service public de l'emploi. Bref, sur tous les sujets, on a quand même beaucoup de documentation. Donc il n'y a pas véritablement de difficulté intellectuelle. Il y a une difficulté politique. Alors, il y a des choses qui ont été faites ces dernières années dans le domaine du marché du travail. Je vais vous prendre 2 exemples, je trouve, d'évolution extrêmement positive. La rupture conventionnelle, que Laurence Parisot connaît bien, et puis tout ce qui a été fait en deuxième partie de quinquennat précédent, le CICE, le pacte de responsabilité, la prime pour l'embauche, tout ça, ce sont des politiques qui fonctionnent. Je voudrais quand même rappeler, puisque la mode, évidemment, est un peu de critiquer le quinquennat qui s'est terminé, qui en effet à beaucoup d'égards était critiquable, mais enfin, si l'année dernière, en 2016, l'économie française a créé 170 000 emplois privés, si le premier trimestre de cette année 2007 sur le front de l'emploi, il n'a pas été bon, il a été excellent, il a été exceptionnel. On connaît aujourd'hui des rythmes de création d'emplois qui sont inédits depuis plus de 10 ans. Non mais je me permets de le rappeler parce que tout le monde donne 2 sur 20 au quinquennat qui s'est terminé, et moi j'aime pas qu'on soit dans l'excès, ni dans un sens ni dans l'autre. J'aime beaucoup le nouveau président de la République, je n'ai qu'estime, admiration et amitié pour lui, mais je n'aime pas l'excès ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc, je veux quand même que l'on regarde avec un peu de précision le quinquennat qui s'est terminé. Je trouve qu'il y a des choses qui étaient bonnes plutôt en deuxième partie de quinquennat. Et le quinquennat qui vient de s'ouvrir, évidemment, la question de la confiance, elle est très importante. C'est formidable. J'ai passé l'entre-deux tours en Asie, et là, l'entre-deux tours des législatives dans les institutions européennes. C'est très agréable. Moi, ça ne m'était jamais arrivé que tout le monde se tourne vers moi parce que je suis français. Ça avait peut-être pu arriver pour d'autres raisons, j'espère, mais pas pour celle-là. En tout cas, oui. Donc ça, c'est quelque chose qui change fondamentalement. Mais je ne voudrais pas qu'on se mente. Ce n'est pas ça qui va nous apporter de la croissance.
ce qui va nous apporter de la croissance, ce sont les réformes qui vont être menées ces prochaines années. Et donc, pour répondre très rapidement à votre question, vous m'avez demandé quelle est la réforme principale. Moi, je vais en citer trois changements qui me semblent vraiment devoir être opérés extrêmement tôt. Donc, la réforme du marché du travail, on pourra en parler sur le fond, mais je trouve que ce que s'apprête à faire le président de la République, le gouvernement et les partenaires sociaux me semble tout à fait indiqué. Je pense que ça va très clairement dans le bon sens. La question un petit peu compliquée politiquement de la fiscalité du capital, parce qu'on a un débat politique en ce moment un petit peu caricatural où on parle beaucoup d'augmentation de la CSG, mais en réalité il faut avoir une vision beaucoup plus globale de la fiscalité, et je pense que l'abaissement de la fiscalité du capital est vraiment quelque chose qui est prioritaire pour notre pays, on pourra y revenir. Et puis la question de la sécurisation de la zone euro, puisque la zone euro reste aujourd'hui en risque. Au fond, mon raisonnement, c'est de dire c'est formidable d'avoir un président jeune, intelligent, qui va faire de bonnes réformes, mais si demain on a une crise grecque ou une crise italienne ou une crise je ne sais quoi, finalement tous les efforts que l'on aura fait seront gâchés. Et donc il faut absolument que l'on aille encore plus loin dans la question de la gouvernance de la zone euro, c'est-à-dire de l'intégration de la zone euro. Arrêtons de tourner autour du pot. Et de ce point de vue-là, en plus, on a une petite fenêtre de tir, puisque nos amis allemands sont un petit peu en train de s'ouvrir sur ce sujet. Le ministre de l'économie allemand, qui est quelqu'un qui a plein de qualités, mais qui n'était peut-être pas la personne la plus ouverte intellectuellement sur ces sujets, eh bien, même lui est en train de faire un peu de chemin. Donc voilà, pour moi, les trois grands chantiers à court terme, hein, vraiment, marché du travail, fiscalité du capital et gouvernance de la zone euro. Après, il y a évidemment énormément de choses, mais là, je parle vraiment des prochains mois. Jean-Alain Marguerite, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes d'accord, pour vous, la mère des réformes, c'est la réforme du marché du travail, surtout pour, par exemple, les entreprises de votre secteur, les entreprises en général? Oui, c'est un grand sujet. Moi, je ne sais pas quelle est la mère de toute la réforme. En tout cas, la réforme du marché du travail est une réforme extraordinairement souhaitable, ça c'est clair. Je crois que les critiques que l'on peut porter sur le précédent quinquennat, c'est peut-être pas tellement sur ce qui a été fait, parce que ce qui a été fait a plutôt porté ses résultats, en tout cas concernant notre secteur, c'est plutôt sur ce qui n'a pas été fait. C'est plutôt sur les manques de grandes réformes fiscales, sur le monde du travail, etc. C'est là, finalement, les critiques qui peuvent être apportées. Mais sur le futur, moi, je rejoins les propos, finalement, qui ont été tenus tout autour de cette table. La confiance, c'est bien entendu un élément absolument indispensable, mais la stabilité, c'est aussi un élément indispensable. La stabilité en termes législatifs, les lois qui changent, et on est un secteur qui avons connu un mouvement législatif extrêmement important. C'est très difficile de s'adapter. C'est très difficile de s'adapter tout le temps, tous les 2-3 ans. Changer ses modes de fonctionnement, c'est complexe. Donc oui, pour nous, le marché du travail, la réforme du marché du travail est bien entendu bienvenue, on en a besoin, comme toutes les entreprises. J'aimerais savoir, Michel Yael, ce que vous pensez, bon, d'abord de la réaction qu'on a vue dans la rue et des syndicats à la réforme du travail. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci, ce soit différent, qu'on n'ait pas tout le monde dans la rue cet été ou en septembre, si effectivement ce qui est annoncé passe par ordonnance? C'est une réponse payante, ça. Je pense qu'il y a 3 facteurs, on est entre nous, donc on s'exprime très librement. Voilà, qui permettent de vous répondre. Il y en a un qui est historique, c'est que, on peut toucher du bois pour se prémunir de toute option contraire à ce que je vais dire, il est rare que les mêmes causes produisent les mêmes effets en matière sociale. C'est-à-dire qu'on a vu des réformes bloquées et 6 mois après passer, tout simplement parce que nous sommes dans un cycle politique nouveau et que même si les acteurs ne sont pas nouveaux, l'un des acteurs gouvernemental, au-delà du président de la République lui-même, lui est nouveau, assis sur une légitimité dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle va être très fortement renforcée et renouvelée. Donc le contexte n'est pas le même. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de heurts, possiblement en fonction de l'ampleur des réformes que nous ne connaissons pas encore dans leurs détails, même si nous connaissons davantage la méthode. Mais mon intuition personnelle est que les risques sociaux ne sont pas là. Je pense qu'ils sont plutôt à la périphérie, ailleurs, en particulier dans la perspective de la réforme des retraites, dont nous en avons une certaine expérience personnelle avec Laurence d'un côté et Sophie de l'autre. Si vous commencez à vous dire qu'on va nécessairement modifier les principes régissant l'acquisition des points et les droits à pension des cheminots, des conducteurs de la RATP ou des salariés des industries électriques et gazières, vous voyez bien ce que ça peut vouloir dire. Donc je pense personnellement que
Le risque est assez, il est là, mais il est assez mesuré. Deuxième aspect des choses, il y a après des jeux de rôle qui se nouent et qui sont tout à fait légitimes. Les positions des acteurs ont un peu évolué. La CFDT est devenue symboliquement, et les symboles ont la vie dure dans ce milieu, la première organisation du pays, ce qui ne s'était jamais vu depuis sa création à la CFDT en 1964, et donc par contre-coup même depuis la création du syndicalisme, ce qui lui donne une assise à ce pôle réformiste encore supérieure à celle qu'elle avait précédemment. Et ce qu'on voit aussi, c'est que Force ouvrière, pour des raisons qui lui appartiennent, est manifestement dans une optique un tout petit peu plus constructive que précédemment. Et puis dernier point qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'opinion. Moi je pense que, je ne dis pas ça rétrospectivement, mais je pense que l'opinion est toujours assez paradoxale sur ces questions. Ayant vécu la loi El Khomri d'assez près, comme vous le savez, j'ai toujours été frappé par ce sondage terrible. Quand on demandait aux Français ce qu'ils pensaient des 4 ou 5 items que comportait la loi, vous vous en souvenez, je n'y reviens pas, ils étaient d'accord aux 2 tiers. Ce qui était la totalité de la loi finalement. Et puis quand on leur demandait que pensez-vous de la loi, aux 2 tiers, ils considéraient que c'était une mauvaise loi. Donc les Français ne sont pas inconséquents, simplement ils apprennent, comme ces matières sont complexes, parfois assez lentement. On est en train de revenir, le gouvernement est en train de revenir sur les mêmes sujets, et ce qui hier était réputé comme hors d'atteinte devient manifestement aujourd'hui quelque chose qui fait partie du domaine des possibles. Voilà, donc tout ça mis bout à bout me fait penser que il n'y a pas nécessairement besoin d'être très pessimiste sur les temps qui viennent. Je conclurai en disant que, bien évidemment, l'heure de vérité, ça n'est pas septembre-octobre. L'heure de vérité, c'est ce que sera l'activité économique, ce que sera, je suis d'accord avec Nicolas, la zone euro, et ce que seront les résultats sociaux, notamment en matière de création d'emplois sociaux et économiques, à un horizon d'1 an à peu près. C'est là que tout se jouera. Vous êtes d'accord, Laurence Parisot? Je voyais réagir. Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Michel. Moi, je ne vois pas de risque de 3e tour social. Je pense que, comme cela vient d'être dit, le changement de position de FO est très important et montre une volonté que le processus aboutisse. Et la CGT, à partir du moment où quelques domaines clés restent protégés, je pense notamment, par exemple, au statut des industries électriques et gazières ou des choses comme ça, je ne vois pas la CGT être en position pour mener un combat du type de celui qu'elle a mené sur la loi El Khomri. En revanche, moi, mon inquiétude, je l'ai évoqué tout à l'heure avec vous, Claire, moi je ne suis pas certaine que dans ce qui est mis là, pour le moment, de ce qu'on sait, dans le contenu de la loi, on ait des choses vraiment décisives pour avoir le marché du travail que nous sommes nombreux à rêver d'avoir, c'est-à-dire comparable au marché allemand ou au marché anglais. C'est plutôt ça qui me tracasse, personnellement. Vous êtes d'accord, Jean-Luc Blachier, ça ne va pas assez loin, finalement, cette réforme prévue du Code du travail? Écoutez, en fait, il y a quand même des pistes déjà qui sont extrêmement importantes qui ont été faites. Lorsque on a été reçu par le président de la République et puis ensuite François Asselin, président de la CPME, m'a demandé de l'accompagner pour rencontrer le président de le Premier ministre. On s'est aperçu que nos demandes étaient prises en compte, et notamment, en effet, sur le Code du travail. Vous savez, il y avait différents points qui étaient pour nous extrêmement importants. C'était notamment la pénibilité, qui était un point important, que c'était quelque chose d'extrêmement difficile, compliqué, et on a souhaité que les choses soient revues. Eh bien, dans ce domaine-là, en effet, nos propositions, alors je ne vais pas vous les détailler là, mais nos propositions sont en effet tout à fait écoutées, et même nous en avons parlé aussi avec les partenaires sociaux. Parce qu'en fait, il faut trouver une solution pour sortir par le haut de cette situation. Par ailleurs, on avait aussi un point qui était important, c'était la retenue à la source, qui était pour nous quelque chose de compliqué pour les entreprises. Pourquoi donner encore une responsabilité supplémentaire aux chefs d'entreprise dans ce domaine-là? Eh bien, là encore, il nous a semblé que le Premier ministre nous avait écoutés. Alors, comment ça va se passer? Parce que c'est vrai, il y a ces ordonnances. Comment ça va se passer? Eh bien, écoutez, pendant d'abord tout l'été, on va continuer à être reçus par Madame Pénicaud, ministre du Travail, pour justement que nous puissions arriver à faire nos propositions.
Et puis, ce qui nous a été dit, c'est qu'avant la fin de l'été, en effet, l'ordonnance serait faite, et à ce moment-là, ça permettrait d'avoir cette évolution. Je crois que de toute manière, aujourd'hui, il y a urgence. Je disais tout à l'heure qu'on avait un besoin de confiance. Mais ça passe aussi par là. Je pense que si les Français ont donné autant de force à Emmanuel Macron, ils vont donner dimanche encore la possibilité qu'il justement il puisse faire ces réformes. C'est justement pour qu'il y ait des réformes. Et que ces réformes sont rapides. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'au contraire, il faut aller rapidement et les ordonnances sont en effet une possibilité. Alors juste pour en terminer sur la réforme du marché du travail, parce qu'on court un petit peu après le temps, je voulais m'adresser à Jean-Alain Marguerite et Sophie Boissard. La taxation des contrats courts, Jean-Alain en a parlé, c'est un problème pour son secteur, c'est un problème pour de nombreuses entreprises. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pensez que ça va être appliqué? Alors là, Claire, j'ai pas de changer. boule de cristal, mais si j'en crois à ce qui a été dit, on annonce parfois que oui, c'est quelque chose qui peut changer. Et ça, personnellement, nous, ça nous inquiète beaucoup, parce que nous sommes, vous l'avez compris, un secteur qui avons recours, pas pour le plaisir de signer des CDD courts, c'est pas quelque chose qui nous fait rêver le matin quand on va dans nos entreprises, hein. Mais c'est bien par l'obligation. Donc nous sommes effectivement des entreprises utilisatrices du CDD court, parce qu'il faut faire face à une absence soudaine et subite d'un salarié, d'une infirmière, d'une aide-soignante, et qu'on est bien obligé dans notre métier d'assurer à nos clients, à nos résidents, à nos patients la présence indispensable de personnel soignant. Donc oui, si taxer la démarche qui assure une qualité de travail à nos patients voit le jour, ça c'est un point sur lequel on ne va pas être content du tout. Mais je voudrais juste revenir sur ce que disait notre ami de la CPME. Moi je suis un peu moins optimiste que vous quand même, hein. Je vois sur la retenue à la source, bon, il y a un petit moratoire d'1 an. Sur la pénibilité, il ne m'a pas semblé lire non plus que ça sera étudié avec une vision, une volonté de simplification. Bon, moi je ne veux pas commencer à critiquer effectivement un projet qui amènera certainement des avancées dans le domaine du droit du travail. Ce ne sera pas, et j'en suis d'accord avec Mme Parisot, la grande révolution auquel on aurait pu s'attendre, mais ce sera déjà un premier pas. Alors je vois que tout le monde veut réagir. Nicolas, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais dire 2 choses. Premièrement, moi je trouve quand même que sur le fond, cette réforme, elle est plutôt bien partie. En tout cas, il y a 3 choses qui me paraissent extrêmement importantes. D'une part, la prééminence des accords d'entreprise sur les accords de branche. Ce serait un peu technique et un peu long, mais je pense que là, il y a quand même un changement. Dans un contexte qui est un contexte de mutation économique, de changement économique, je pense que c'est quelque chose qui est très, très astucieux, très, très intéressant. La question de la barémisation des indemnités prud'homales me semble... C'est quand même pas drôle cette affaire-là, hein. Vous avez des entreprises qui font faillite à cause de ça. Quand vous devez payer 3 ou 4 ans de salaire, vous avez des entreprises qui n'ont pas la trésorerie, qui mettent la clé sous la porte. Donc c'est un vrai sujet. Et la question de la formation professionnelle, qui est un sujet en soi, mais on en reparlera aussi quand on est dans une période de destruction créatrice, de mutation économique, comme celle que l'on connaît aujourd'hui. Ça ne sert à rien de créer des emplois si les gens ne peuvent pas les occuper. Donc la question de la formation professionnelle, elle est absolument centrale. Un tout petit mot, puisque j'ai le micro, en 20 secondes. Je ne voudrais pas du tout doucher l'ambiance, au contraire. Mais je suis très content de ce qu'ont dit Michel et Laurence Parisot sur l'attitude des syndicats par rapport aux ordonnances travail et sur le fait que ça pourrait passer, et peut-être même ça devrait passer. Néanmoins, moi je suis désolé, mais je suis un rationaliste, je suis un homme de chiffres. Je ne peux pas éluder le fait que vous avez 55% des gens qui ont voté pour des programmes qui n'auraient eu comme objectif que de les ruiner. Notamment en faisant l'inverse de ce que le gouvernement veut faire aujourd'hui. C'est plus de la moitié du corps électoral qui a voté pour des candidats extrêmes qui voulaient faire n'importe quoi ou pour des petits candidats bizarres. D'accord ? Et donc, ça, si vous voulez, je ne suis pas complètement sûr que ça ait radicalement changé entre le 7 et le 8 mai. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas... Ça veut dire que je pense que les gens qui, comme moi, je ne suis jamais nerveux, en tout cas pas pour ces raisons-là, mais je pense que les gens comme moi qui conçoivent leur rôle comme un rôle pédagogique, d'essayer de faire en sorte, de jeter des bouteilles à la mer en permanence pour faire en sorte que la politique économique s'oriente dans le bon sens, je pense que nous allons devoir redoubler d'efforts. Et si nous jugeons que ce que souhaite faire le président de la République est positif, ce qui est mon cas, je pense que nous allons devoir le soutenir de toutes nos forces, parce que je ne suis pas sûr que l'opinion publique ait compris que les vertus de la flexicurité. Je ne suis pas sûr.
Sophie Boissard, tout à l'heure, on a parlé de stabilité, ou plutôt d'instabilité fiscale réglementaire. Ça, je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pour vous, c'est la réforme. Enfin, il faut que ça se stabilise, tout ça. Hein. Oui, c'est vraiment là-dessus que je voudrais rebondir, et là, d'un point de vue très pragmatique. Hein. Aujourd'hui, je refaisais, en préparant cette table ronde, je regardais comment avait évolué mon taux de cotisation sociale en France sur les 3 dernières années. Hein. Bon, grosso modo, j'ai pris 1,5 point de cotisation supplémentaire, et même en faisant l'effet CICE, qui est encore une fois une réforme extrêmement bienvenue, grosso modo, j'ai pris 1,5 point de cotisation supplémentaire sur 2 ans. C'est énorme. Moi, et comme toutes les entreprises de notre secteur, hein, nous sommes des entreprises de services, nous embauchons, nous créons des emplois. Les charges, la masse salariale, c'est 52% du chiffre d'affaires. Hein, et vous imaginez bien que si année après année, je prends 0,5%, 1% de plus et, par an, c'est évidemment autant que je n'aurais pas pour investir. Je voudrais revenir après sur la question de la création d'emplois, hein, et de la suite de ce quinquennat. C'est autant que je n'aurais pas pour investir, c'est autant que je n'aurais pas pour financer de la formation, parce qu'investir, c'est à la fois investir dans mes capacités, dans mon réseau, c'est investir aussi dans mes salariés, dans mes collaborateurs. Or, moi, je suis prête à investir, parce que nous sommes, on l'a vu tout à l'heure, des métiers de long terme, des métiers qui correspondent à un très fort besoin social, des métiers qui sont en train de se transformer. Dans nos métiers aussi, on a des enjeux technologiques, digitaux, de servir différemment les seniors, les familles qui nous font confiance. Donc on a besoin d'investir. Et moi, la seule chose que je demande, la seule et unique, c'est qu'une bonne fois pour toutes dans ce pays, on ait un régime de cotisation sociale intelligible par tous, qui ne procède pas de tableurs invraisemblables pour essayer de savoir combien, à la fin de l'année, in fine, j'aurais dû payer. Chaque année, et pourtant mes équipes RH sont excellentes, chaque année, on se plante dans la prévision de ce que va nous coûter à la fin de l'année nos cotisations sociales. C'est tellement compliqué entre les allègements plafonnés, le CICE qui vient de se mettre par-dessus, les régimes complémentaires qui font varier, les dates d'exigibilité. Hein. Personne ne l'a dit, mais l'année dernière, ça nous a coûté 15 millions parce qu'on a dû payer en début de trimestre ce que l'on payait en fin de trimestre. C'est 15 millions en besoin de fonds roulement qu'on ne reverra plus jamais. Ce n'est pas rien à l'échelle d'une entreprise comme la mienne qui fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et encore une fois, moi, je demande un seul truc, c'est qu'après 15 ans d'expérience sur les charges sociales, depuis les allègements Fillon, grosso modo, on a 15 ans d'expérience sur les charges sociales, j'ai un barème stable, que je comprenne, qui me permette de faire des prévisions, et mes prévisions, ce n'est pas à 2-3 mois, mais c'est à 5 ans, et qui peut me permettre vraiment de m'inscrire dans une vraie gestion prévisionnelle de mes besoins en termes d'emploi, de mes besoins en termes de compétences, et d'investir dans mon réseau. Et ça, aujourd'hui, je dois vous avouer que quand je regarde le programme des ordonnances, je ne suis pas totalement rassurée. Aujourd'hui, je suis en milieu d'année 2017. Je ne sais pas du tout à quelle sauce je serai mangée en 2018. Hein. J'ai l'industrie qui dit, alors, les allègements, puisqu'on va les rediscuter, il faut surtout les faire porter sur la tranche haute des salariés. Moi, je suis désolée, mais en réalité, c'est le cas de toutes nos entreprises. Nous, c'est du premier et du deuxième collège. Et c'est là qu'on embauche. C'est là aussi, derrière, qu'on développe et qu'on qualifie. Moi, j'ai besoin, je fais une seule demande, j'en demande pas, je voudrais juste qu'on arrête là, au niveau de contribution où on est, et qu'on puisse me dire, OK, tu vas fonctionner comme ça pendant les 5 prochaines années. Et ça renvoie à la question qu'a évoquée Laurence Parisot, et je suis d'accord, c'est ça la mère des réformes aujourd'hui, hein, pour que les entreprises puissent investir, et pour qu'on puisse créer des emplois, et bien, globalement, il faut que la dépense publique au sens large, on la réduise. On ne s'en sortira pas autrement. On ne s'en sortira pas autrement. Et ça, c'est ça la mère des réformes. Donc, les réformes du marché du travail, si elles contribuent à ça, ravi. Si en revanche, on nous additionne des éléments supplémentaires de dépenses pour des tas de raisons, mais qui ne vont pas forcément produire l'effet attendu et qui se traduiront tout de suite, immédiatement, par un surcroît de charges sur les entreprises, eh bien, je suis désolée, c'est autant qu'on n'investira pas. Et on a réussi aujourd'hui à être meilleur en création d'emplois, puisqu'avec 1% de croissance, on crée des emplois. Désolée, il y a 15 ans, ce n'était pas possible. Hein. Tous les modèles économiques, il fallait être à 2, ça s'est abaissé, 2,5% pour créer un emploi. Aujourd'hui, on en crée avec 1% de croissance. Notre vrai sujet, c'est quoi ? C'est de passer de 1 à 2
3% de croissance, pour vraiment changer la donne et vraiment redonner des perspectives à ce pays. Et pour ça, il faut investir. Et pour ça, il faut qu'on ait des modèles économiques qui nous permettent d'investir. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai une vraie inquiétude. Donc, je demande de la stabilité, de la prévisibilité et qu'on reparte de la base. C'est comment, globalement, je stabilise l'effort que font les entreprises en matière de charges sociales. Alors, et juste un mot sur la formation. oui. Alors, parce que ça, c'est un truc qui me tient à cœur. cœur. La formation, parce qu'on va en finir sur les réformes, et puis je vois que Laurence Parisot va réagir, Jean Blacher aussi. Un mot de la formation, parce que c'est effectivement quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, je suis vraiment une militante de la formation, et notamment dans nos métiers, puisqu'encore une fois, c'est parce qu'on a aujourd'hui des salariés qui sont formés tout de suite sur ce qu'ils ont à faire aujourd'hui et qui sont capables aussi de se former demain, que l'on peut d'abord garantir vraiment la qualité. Ce qu'on fait, nous, notre métier, c'est d'abord de la présence, de l'attention, des soins. Donc, ça dépend avant tout et surtout de la qualité des collaborateurs, 20 000 collaborateurs en France qui sont chez nous. Il faut qu'on leur donne pour ça tous les outils, toute la formation nécessaire. Sophie Boissard, pardonnez-moi, on va reparler de la formation lorsqu'on va aborder la thématique du vieillissement du vieillissement de la population. Je voudrais juste qu'on termine sur les réformes. Sur la réforme là. Donc quand j'entends aujourd'hui qu'on est en train d'imaginer finalement un dispositif formation qui sort du champ des entreprises, qui sort du plan de formation, et qu'on dise on va le mettre à la main des salariés. Moi, j'applaudis dès demain quand on parle de population, de cadres, de population qui se réorientent. Quand je suis sur un secteur qui embauche, qui a des besoins, qui est composé essentiellement de salariés qui ne sont pas formés, qui sont de niveau 5, qui n'ont pas le premier niveau de qualification, et que nous, entreprises ou nous, branches, on a les moyens de proposer à ces salariés des formations qualifiantes. Je préférerais 1000 fois qu'on nous dise « Ok, il faut que la branche ou que l'entreprise, dans le cadre d'un accord, s'engage sur finalement un certain nombre de parcours qualifiants qui débouchent sur des CDI. Chez nous, les embauches sont toujours en CDI. Le CDD, c'est uniquement quand on est dans du remplacement parce que pour des raisons de maladie ou d'absence subie. Eh bien, là, dans ce cas-là, on n'est pas dans un dispositif où on viendrait nous prendre de l'argent qu'on alloue aujourd'hui à notre formation dont on a vraiment besoin et qui est qualifiante pour la sortir, la mettre dans je ne sais pas quel pot pour aller financer je ne sais pas quel parcours. Quand on est dans des branches, des secteurs qui emploient et qui ont des perspectives, je crois que c'est d'abord là que doit aller l'argent de la formation et l'argent de la formation qualifiante. Pour moi, c'est deux choses. Prévisibilité, limiter aujourd'hui les contributions extrêmement élevées, le niveau de charge aujourd'hui que portent les entreprises, les charges sociales, et en matière de formation, avoir un espèce de système où quand la branche fait son job, quand l'entreprise fait son job et offre des perspectives, elle a la priorité. Et c'est pour les secteurs qui ne sont pas capables de faire qu'effectivement, on a des dispositifs qui sont hors de la branche. Voilà. Alors, je vous laisserai à tous... Bravo. Je vous laisserai à tous le soin de conclure sur cette table ronde. On a un autre invité qui doit nous rejoindre sur scène, et parce qu'on va faire une incursion dans la silver economy, et c'est Luc Broussy qui va nous rejoindre. Aussi. Oui, parce qu'on n'a pas encore parlé de ce grand défi qu'est le vieillissement de la population. Alors, vous êtes ancien délégué général du CINERPA, auteur du rapport préliminaire à la loi ASV et désormais président de France Silver Eco. Alors, vous allez nous éclairer, c'est quoi la Silver Economy ? Si je voulais les résumer dans une formule un peu triviale, je dirais c'est faire du neuf avec des vieux. C'est de se dire que finalement le secteur du vieillissement peut rimer avec l'innovation. C'est la façon de désincarcérer finalement la question du grand âge des seules questions sanitaires et médico-sociales. Et c'est de faire en sorte d'avoir une vision beaucoup plus panoramique de ce que est le vieillissement dans notre société. D'une certaine manière, moi je peux le résumer avec les adhérents qui sont ceux de France Silver Eco. Il y a le CINERPA évidemment, mais il y a la Poste, il y a EDF, viennent d'adhérer AXA, la BPCE, Orange, Legrand, ou encore l'APER. Il n'y en a pas deux, donc ils ne versent qu'une seule cotisation, mais ils sont très impliqués
dans la façon dont demain, par exemple, on va avoir des meubles à hauteur variable dans les salles de bain, dans les cuisines. Tout ça, c'est la silver economy. C'est au fond la façon dont l'ensemble des acteurs économiques et sociaux vont se débrouiller pour qu'on puisse mieux vieillir dans notre pays. Ça, c'est les organismes de protection sociale, bien évidemment. Ce sont les collectivités locales. Parce que la silver economy, c'est aussi de la Creuse à la Chine. C'est-à-dire à la fois comment on va créer des écosystèmes locaux. Une des missions qui ont été confiées par l'État par Emmanuel Macron d'ailleurs, et Marisol Touraine, à France Silver Eco, c'est d'animer le réseau des Silver Régions. Et c'est frappant de voir à quel point des écosystèmes locaux autour de certains pôles régionaux, de certains clusters, avec le concours des CCI aussi, les chambres de commerce et d'industrie qui s'impliquent dans cette question-là, comment aujourd'hui on arrive à créer des écosystèmes régionaux qui collent aux besoins d'une population locale. Et puis en même temps, c'est l'international. Comment un certain nombre de groupes, il y en a ici, ont fait de la French Touch en matière de vieillissement. Les grands groupes d'EHPAD aujourd'hui sont les seuls qui s'exportent, et amenant avec eux toute une série d'autres acteurs. Moi, je suis frappé de voir à quel point la silver economy est en train de réussir, parce qu'il y avait des grands groupes qui avaient du mal à bouger. Et puis il y avait des petites startups qui innovaient, mais qui avaient du mal à vendre. Eh bien, de plus en plus, on signera dans 15 jours à l'Assemblée Générale de France Silver Eco un protocole entre des grands groupes et des petites startups. Le succès est là. Vous en avez utilisé une, qui est en train de développer un service auquel Corian n'avait peut-être pas pensé, ou n'avait pas eu les moyens de penser avant. Eh bien, une start-up y avait pensé, mais elle ne pouvait pas le développer. L'alliance des deux fait qu'il y a désormais, au sein du groupe Corian, un nouveau service apporté aux familles. Mais c'est la Poste. La Poste qui a 80 000 facteurs, et vous comme moi, on envoie de moins en moins de courriers. Donc, le grand enjeu de la Poste, c'est de transformer une partie de ces facteurs, au fond, en accompagnant à domicile. Parce que le facteur est à peu près le seul qui peut taper à la porte d'une vieille dame sans qu'elle prenne peur. Et donc, il y a 20 000 facteurs qui sont actuellement en formation pour mieux comprendre les enjeux, pour mieux comprendre, pour mieux repérer les fragilités à domicile. Et pour cela, la Poste vient de se doter d'une tablette numérique qui a été montée par un gars tout seul dans son coin. Je vous voyez, moi, depuis des années, c'était un Valdoisien, donc je le connaissais bien. Et il était avec sa tablette, comme d'autres qui avaient leur tablette. Mais sauf qu'entre-temps, il a dealé avec la Poste. Donc je pense que l'avenir est pour lui serein. Bon. Voilà, donc c'est ça qui est passionnant dans la silver economy. Ce n'est pas la création d'une industrie ex nihilo, ce n'est pas la création de l'imprimerie, ce n'est pas la création de la sidérurgie. C'est que des choses qui existent déjà. Mais c'est des dynamiques entre acteurs. Des collectivités locales qui vont travailler avec des mutuelles, qui vont travailler avec des professionnels, qui vont travailler avec des grands groupes, avec des groupes industriels. Et puis c'est enfin la silver economy quand même. Depuis 2013, une filière, avec un comité de filière, enfin c'est quelque chose d'institutionnel, qui avait été créé par l'alliance assez extraordinaire d'ailleurs d'Arnaud Montebourg, qui était ministre de l'Industrie, et de Michel Delaunay, qui était ministre des Personnes âgées. C'est la première fois dans ce pays que Bercy travaille avec les affaires sociales sur, au fond, comment faire en sorte de ce que disait Laurence Parisot en introduction, de mieux allier l'efficacité économique et le besoin de cohésion sociale. Michel Yael, je me tourne vers vous parce que France Stratégie, justement, vient de sortir une note d'analyse sur le vieillissement qui insiste sur l'importance à long terme des dépenses de santé. Alors ça, c'est un autre défi aussi dans les 5 années à venir. Comment est-ce que notre système de santé peut s'adapter ? Alors, il y avait un angle mort dans la pensée économique, je parle sous le contrôle de l'ami Nicolas, qui m'avait toujours étonné parce que les conclusions étaient contre-intuitives, qui étaient que quand on réfléchit à la dynamique des dépenses de santé en général à long terme, le poids du vieillissement était de second ordre par rapport à l'impact de la croissance économique qui fait que, effectivement, quand la richesse s'accroît, la consommation de santé s'accroît aussi dans tous les pays riches, en tout cas, ou prospères. Et puis, par ailleurs, un poids surdéterminant du progrès technique, médical, thérapeutique, etc. Donc là, ce que nous avons réussi à montrer, c'est pas le fait qu'on ait réussi à le montrer, c'est que c'est la conclusion qui est intéressante, c'est que le poids du vieillissement est passé devant. Alors évidemment, il y a moins de croissance, il y a toujours du progrès technique, mais la dynamique démographique est telle que le surcroît de dépenses de santé liées au vieillissement, le plus,
va passer aux arrondis près de 12 milliards d'euros en ce moment à 36 milliards en 2060, avec un point de bascule qui est 2030. La démographie est un des aspects de la science les plus certains qui soient. Les actuaires sont des gens qui dorment bien la nuit, puisqu'en général, leurs modèles tourneront, contrairement à d'autres modèles qui sont parfois sujets à des impacts conjoncturels. Donc, on a un vrai défi de prise en charge des dépenses liées au vieillissement. Ce que je dis est quand même d'une grande banalité, sauf que maintenant, c'est un tout petit peu plus documenté. Et au vieillissement en bonne santé, et aussi, bien évidemment, parce que la bonne santé est une valeur plutôt relative, au fait que la perte d'autonomie va aussi aller croissant avec l'avancée en âge. Alors la question qui se pose sur cette prise en charge n'est pas une question liée au vieillissement, c'est une question liée à la prise en charge des dépenses de santé en général. Donc il y a des questions de financement, il y a des questions d'asseoir ou pas sur un financement plus universel ces dépenses, c'est ce qui va être fait en particulier à travers la CSG, et puis il y a des sujets qui ne sont pas financiers, je reviens sur ce que disait Luc sur la silver economy, mais il y a aussi des problèmes de comportement, il y a la prévention. Tout le monde s'accorde à considérer que l'avancée en âge, qui peut-être butera un jour sur des limites biologiques que personne ne connaît vraiment, peut se faire aussi dans un meilleur état de santé si les politiques publiques d'accompagnement des personnes âgées, et je reprends ce que disait notre philosophe préféré tout à l'heure sur le maintien du lien, notamment du lien social, et travailler. Donc ça n'est pas qu'une question de prise en charge des dépenses, c'est aussi une question d'activation de nouvelles politiques, parce que si nous ne les activons pas, nous serons en faute sur le plan social et éthique, mais surtout nous cirons de la branche déjà fragile sur laquelle nos comptes sociaux sont assis. Alors comme je suis journaliste, j'aime bien les chiffres, hein, évidemment. Donc 6 millions de 75 ans et plus aujourd'hui, et ce sera 12 millions, donc ça va doubler en 2050. Voilà. Jean-Là Marguerite, on est prêt à affronter ce chamboulement ? En tout cas, le secteur, lui, se prépare, ça c'est certain. Bien sûr qu'on est prêt, mais ce qu'il faut, il ne faut pas perdre de temps. Voilà, la réalité, c'est comme toujours, il ne faut pas perdre de temps. Monsieur Yael dit qu'en termes de démographie, ce qu'il y a de bien, c'est que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la vérité de demain. Donc je crois qu'à partir du moment où on a déjà l'objectif vers lequel il faut aller, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. Donc réfléchir à, effectivement, relancer la création de places et d'ouverture d'EHPAD en France. Alors peut-être pas de façon totalement anarchique, mais réfléchir et cibler par région les lieux qui sont en sous-dotation. Ne pas freiner la création de services à domicile, comme ça a quand même été le cas après la mise en place de la réforme. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin de relance d'ouverture de services à domicile dans les départements. Donc voilà, on est prêt, en tout cas nous on est prêt à y aller, ça c'est certain. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des emplois, mais c'est quand même des opportunités, évidemment. C'est 300 000 emplois dans le secteur, hein, je crois. Oui, alors pas que dans le secteur privé, dans le secteur, effectivement, en général des services à domicile et des EHPAD, mais effectivement, dans les 20 ans qui viennent, la perspective est de plus de 350 000 emplois, oui. Alors tout à l'heure, je vous ai interrompu, Sophie Boissard, mais vous parliez de la formation. Effectivement, demain, je vous ai dit qu'il y aurait un sondage IFOP qui sera dévoilé en exclusivité. Ce qu'on voit dans ce sondage, par exemple, c'est que les métiers du grand âge sont plébiscités à 93% par les personnes interrogées, qui pensent que ce sont des métiers d'avenir. En revanche, si on demande aux 18-24 ans, alors là, ils ne sont que 37% à juger que ce sont des emplois d'avenir. Donc il y a un problème dans la mobilisation. Oui, on peut dire que c'est déjà beaucoup, Laurence Parisot, mais c'est aussi assez peu. Donc, comment est-ce qu'on valorise ces métiers auprès des jeunes ? J'aimerais qu'on aborde cette question. Je pense que ce sont des métiers qui ne sont pas connus ou qui souffrent en fait d'un a priori de l'extérieur. Et je pense qu'on les valorise en faisant très concrètement comprendre aux jeunes aujourd'hui ce qui se cache derrière ces métiers, qui sont des métiers de soins et des métiers de lien et des métiers de sens. Et quand on dit ces trois mots, des métiers de soins, des métiers de lien et des métiers de sens, on voit bien qu'aujourd'hui, quand on regarde les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ce sont pour eux des moteurs puissants. Donc il y a vraiment une question de faire connaître et la Silver Eco, de ce point de vue-là, est un facteur extrêmement puissant. C'est pas pareil de dire je travaille dans une entreprise de la Silver Eco ou je travaille dans un EHPAD. Rien que l'acronyme administratif EHPAD est déjà compliqué. Donc déjà, si on pouvait arrêter et parler de maison et arrêter d'employer ces termes, Silver Eco, tout de suite, on se dit qu'en réalité, on est dans ce que disait Luc, c'est-à-dire dans la mise en réseau
de choses qui sont à la fois très humaines et qui sont aussi très technologiques, qui sont très ouvertes en fait sur leur écosystème, et donc ça donne des choses, évidemment une vision très différente. La deuxième chose pour moi qui est très importante, c'est que nos métiers du soin, notamment du soin aux personnes âgées, sont des métiers dans lesquels on a des vrais parcours professionnels. Nous sommes un secteur dans lequel l'ascenseur social existe. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans une de nos entreprises comme agent de service. Vous pouvez vous qualifier ensuite depuis longtemps par beaucoup. Merci.
tu te prépares à faire des études universitaires, puis c'est le collège, tu t'éclates avec tes copains sans obligation jusqu'à devenir bien bébé. Les 9 derniers mois, tu les passes tranquille avec chauffage central, room service, etc. Et au final, tu quittes ce monde dans un orgasme. Merci à vous.